Bien, mesdames et messieurs, monsieur le parlementaire, mesdames et messieurs les responsables d'administration, mesdames et messieurs les élus et salariés de la pêche associative, mesdames et messieurs les invités, je ne vais pas encore tous les citer, faute et peur d'en oublier. En tout cas, mes chers amis. Alors, vous avez bien vu que c'était un congrès atypique que je clôture cette année et évidemment, je le regrette vivement, tout en n'étant pas responsable de la situation. Or, traditionnellement, le Congrès national de la pêche de loisirs nous permet d'avoir un temps d'échange, de réflexion et d'interpellation de l'administration centrale, de parlementaires et bien entendu de notre ministre de tutelle. Mais oui, mais cette année, en raison du contexte institutionnel et électoral, nous avons adopté l'organisation de ce congrès. Et je tiens à vous présenter nos sincères excuses à nos invités, partenaires et intervenants. Un temps pour lancer un appel à mobilisation pour l'eau. Oui, car les questions environnementales et de l'eau en particulier constituent, selon nous, de vrais choix de société, des choix sur lesquels les citoyens sont également attentifs. Hamid, le directeur général, nous a brièvement exposé les résultats d'un sondage exclusif sur la perception qu'ont les Français de nos cours d'eau. Et les conclusions donc, de ce sondage sont fortes et instructives, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, l'univers de la pêche de loisirs est singulier. L'activité de notre organisation sont portées, gérées et dirigées par des dizaines de milliers de bénévoles répartis sur tout le territoire continental et ultramarin. Des bénévoles aidés aussi par une expertise technique composée d'un peu plus de 1000 salariés que nous avons voulu quand nous avons structuré la FNPF en 2007, Pascal. Des personnes qui partagent leur temps, leur savoir-faire, leurs connaissances et bien entendu leurs valeurs. Alors oui, hélas, aujourd'hui, l'individualisme gagne certainement du terrain, mais les valeurs de la pêche associative tournées vers la solidarité, le partage, la mutualisation, l'intérêt général sont inspirantes et continuent d'ailleurs d'éclairer notre vie associative. Alors nous avons très récemment engagé une campagne pour attirer de nouveaux bénévoles, sans nos bénévoles, notre organisation serait en difficulté, pas moins. D'ailleurs, dans cette campagne, de 4000 personnes ont répondu présentes pour proposer leurs services dans différents domaines comme la surveillance, les travaux, la gestion et la sensibilisation. Ce qui me fait dire aussi, parce que c'est une forte demande de notre réseau, mais pas que, de tout l'ensemble du monde associatif aujourd'hui qui est mobilisé, aussi font partie des corps intermédiaires à qui il faudrait une certaine attention. Je disais qu'il serait grand temps, monsieur le parlementaire, puisque tu es tout seul, que l'on songe à travailler sur un vrai statut du bénévole associatif. C'est un sujet qui est en forte demande et qui aujourd'hui est toujours reporté pour des raisons qu'on peut comprendre, financières, on le sait, mais je voudrais qu'aujourd'hui, parce que cette force citoyenne existe aujourd'hui et elles font vivre beaucoup de structures associatives et grâce à eux, on arrive à pallier quelquefois les carences de l'État. Cet engouement est aussi également le signe d'une activité de pleine nature
qui inspire et qui attire. Près de 90 personnes ayant répondu au sondage, vous l'avez vu, évoqué, donc une bonne, sinon une très bonne image de l'activité pêche. On voit bien que la pêche aujourd'hui est reconnue, plébiscitée, respectée. Et notre loisir attire toutes les composantes de la société française sans distinction, c'est-à-dire entre les jeunes, les moins jeunes, femmes, hommes, ruraux, citadins, nordistes, sudistes, et naturellement sans distinction sociale de conviction ou d'origine différente. Alors c'est une vraie fierté que nous devons cultiver, car c'est une activité populaire, démocratique et plurielle. Voilà pour ces quelques mots d'introduction, et je souhaite à présent évoquer des dossiers importants pour notre organisation. Alors, je n'évoquerai pas les attaques que notre activité subit et qui exigent de l'unité, de la solidarité et un travail de fond. Je n'évoquerai pas non plus les migrateurs qui sont, on en a longuement parlé hier, dans un état inquiétant, voire très inquiétant. Je parlerai juste de quelques dossiers suivis par le toujours secrétaire d'État à la biodiversité et à la mer. Alors, j'ai rencontré dernièrement avec Jean-Paul Doron, notre premier vice-président et notre directeur général, Hamid Moussa, monsieur le secrétaire d'État, pour évoquer avec lui les dossiers et préparer la venue à son congrès. C'était avant la dissolution. Il était ravi de découvrir notre monde qu'il souhaitait véritablement mieux connaître à l'occasion de ce congrès aujourd'hui. Alors sur ces dossiers, et plus spécialement le cormoran que j'évoque dans un instant, il est déterminé à avancer positivement en faveur de nos peuplements piscicoles. Et je l'ai trouvé, nous l'avons trouvé parfaitement imprégné et informé de nos problématiques. Et je souhaite à ce titre lui adresser mes plus sincères remerciements. Alors sur le cormoran, justement, tout le monde connaît bien ce dossier emblématique pour notre réseau, mais pas que d'ailleurs. Il interroge une délicate situation fondamentale. L'homme doit-il ou non intervenir dans la régulation des espèces entre elles? La protection dont bénéficie le cormoran a largement été favorable à sa dynamique de développement. C'est la preuve d'ailleurs que l'intervention de l'homme a été utile et efficace. Mais cette intervention ne doit pas déséquilibrer d'autres équilibres, d'autres espèces en particulier, le peuplement piscicole, que la loi nous demande de protéger. Alors en 2022, en raison de plusieurs annulations d'arrêtés locaux, de tirs de cormorans, la ministre de l'époque, à mon grand regret, a tout simplement suspendu cette possibilité de tir sur les eaux libres. C'était clairement, et vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là, une décision inattendue, une décision extrême d'ailleurs, et la réaction de l'ensemble de nos structures a été à la hauteur de cette surprise et de la négation de nos missions. Mais nous avons néanmoins cherché à travailler à une solution respectueuse de toutes les parties et surtout dans l'intérêt de la biodiversité aquatique. Nous avons proposé au ministère qui a accepté une étude nationale menée par 4 départements pour mieux analyser et connaître cette espèce et son régime alimentaire et surtout son impact sur les peuplements piscicoles. Voilà les résultats des fédés de la PPMA, des fédérations et en particulier de la Fédération de l'Aude confirment sans ambiguïté que le développement du cormoran se fait dans ce cas précis au détriment de l'ombre commun. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur Berville, nous a confirmé, lors de notre rencontre, son souhait de sortir par le haut de ce dossier. D'ailleurs,
Vous lirez son interview dans notre revue Pêche. Elle ne laisse aucun doute sur son intention de modifier le dispositif réglementaire actuel. D'ailleurs, je vais vous le lire, il y déclare, je cite, « Je suis confiant concernant la sécurisation juridique des arrêtés préfectoraux que ce travail apporte, c'est-à-dire le travail des fédérations. Les tirs seront mieux cadrés, ce qui permettra de protéger les espèces piscicoles fragiles. C'est l'objectif et je souhaite que ces évolutions réglementaires soient effectives à l'automne. » Ça veut dire qu'il demandera au préfet, sous condition, de réunir les comités de suivi et de permettre la régulation des cormorans sur les secteurs qui seront définis avec les fédérations. Il n'était pas question pour nous de laisser la porte des tirs de régulation se refermer définitivement, surtout quand on connaît globalement la situation de la biodiversité aquatique. Alors, je veux l'assurer, au nom de notre réseau, de notre profonde considération sur un dossier bien difficile et délicat. À ce titre-là, il a su écouter et décider, et il a surtout su décider pour la biodiversité. À travers lui, je veux aussi remercier les collaborateurs de la direction de l'eau et de la biodiversité, son cabinet, la direction départementale des territoires, les directions départementales des territoires concernés, de l'agence de l'eau Ardo-Garonne en particulier et de l'Office français de la biodiversité. Et bien sûr, je veux remercier nos élus et collaborateurs des 4 fédérations impliquées dans l'expérimentation et naturellement notre équipe nationale. Je veux juste ajouter que par ailleurs, nous restons en échange avec la LPO sur ce dossier pour leur expliquer notre démarche. C'est une démarche politique, bien évidemment, et que nous suivrons attentivement le déploiement de cette promesse du ministre dans tous les prochains jours. Mais j'insiste, comme je l'ai fait hier, pour dire que c'est quand même, et il faut le dire, une grande décision pour les milieux piscicoles, pour notre réseau et la pêche. Sur le silure, en toute transparence, je vous informe aussi que le secrétaire d'État souhaite que le dossier silure puisse être évoqué avec objectivité et lucidité. Vous savez tous que nous défendons une position claire dès l'origine. Cette espèce est présente dans nos cours d'eau. Pas de classement en espèces exotiques envahissantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres sans une démonstration de son impact avéré. Enfin, les mesures de gestion peuvent être mises en place localement si des déséquilibres sont vérifiés. Alors il semble que des études mettent en perspective un déséquilibre marqué par le silure et la lamproie marine, par ailleurs en très grande difficulté, et les chiffres évoqués par cette prédation ne peuvent laisser insensible. Alors le ministre souhaite rapidement réunir le groupe de travail national silure pour essayer d'analyser toutes les connaissances en la matière. Nous allons nous y atteler avec exigence et j'en appelle aux fédérations d'APPMA et aux associations migrateurs pour faciliter le positionnement de la FNPF, car le ministre, lui, souhaite étudier la faisabilité d'un classement en espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres. En tout cas, c'est sûr, aujourd'hui, le ministère ne souhaite plus de statu quo sur cette espèce.
Concernant la pêche de loisirs en mer, Pierre en a parlé tout à l'heure, tout le monde connaît le lien de continuité et de connexité entre la pêche de loisirs continentale et maritime. Ces deux politiques ont été rapprochées sur de nombreux points et dorénavant l'objet de réflexions en termes de mutualisation et de gouvernance. C'est d'autant plus vrai que la direction qui s'occupait de la pêche en mer relève notamment du même ministère que la nôtre, c'est-à-dire la pêche de loisirs continentale. Nous avons, de longue date d'ailleurs, maintenant fait une proposition de service. Ça date de l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, du Grenelle de la mer. Notre organisation est ancienne, solidement structurée. Nos outils, en particulier techniques et informatiques robustes, notre implantation fine et des ressources humaines qualifiées, et nous pouvons, par conséquent, largement apporter une aide. Aider en de nombreux domaines, notamment de concertation, de suivi et de connaissance des espèces et des pratiques, en particulier, et aussi de partage et d'expérience. En fait, et en bref, nous pouvons constituer un vrai levier. C'est d'ailleurs ce que le rapport de Pierre Médevieille, le sénateur Médevieille, avait constaté et préconisé, et le ministre nous a dit avoir bien relevé ces points. Il accueillit avec beaucoup de considération notre proposition qu'il considère comme légitime et surtout bienvenue. Alors nous serons, je l'ai dit hier, je crois, très prochainement associés à certaines instances de concertation dans ce domaine. Sur la politique de l'eau et plus spécifiquement sur le plan eau, j'avais ici même, lors du congrès dernier, salué ce plan eau lancé, vous vous en souvenez, par le président de la République en personne, c'était dans les Hautes-Alpes, car je le trouvais indispensable, ambitieux et surtout prospectif. Que l'eau intègre enfin une planification écologique multidimensionnelle était une avancée substantielle. Alors, la planification pluriannuelle, les moyens financiers engagés, le concept de sobriété posé, la baisse des prélèvements programmés, la territorialisation promise étaient d'autant d'engagements qui structuraient une solide trajectoire. Enfin, l'eau devient un vrai sujet politique. Mais, hélas, très vite et très rapidement, ce plan a connu de véritables coups de canif à l'occasion, vous en souvenez tous, de la crise agricole. De nombreuses concessions ont été accordées, se traduisant par une remise en cause de ce plan. Rabotage financier, rabotage de la gouvernance, rabotage juridique, rabotage judiciaire, rabotage conceptuel avec des droits et des procédures spécifiques, notamment exorbitantes envers le monde agricole. Alors, certaines activités agricoles sont purement et simplement élevées et déclarées supérieures aux autres, en particulier à l'environnement et à l'eau, notamment pour justifier la création de grandes bassines ou la moindre protection des zones humides. Mais surtout, rabotage du rôle et de l'autorité de l'État. Nous avons, avec d'autres d'ailleurs, exprimé notre soutien aux agents de l'Office français de la biodiversité, des agences de l'eau et même de nos fédérations qui ont été victimes d'intimidations intolérables, car rien ne pouvait les justifier.
Le contexte avait-il à ce point changé pour motiver cette reculade? Il ne semble pas. Nos cours d'eau ne sont toujours pas en bon état écologique. Leur état chimique ne s'améliore pas. Nos débits de cours d'eau et la ressource disponible orientés à la baisse. Notre biodiversité aquatique en difficulté et, bien entendu, nos migrateurs en état critique. L'anguille et le saumon sont en danger immédiat. Mais rien ne justifiait ces reculades. Il ne fait aucun doute que l'activité des agriculteurs mérite une meilleure reconnaissance, en particulier des prix rémunérateurs, ok, donc acte. Mais je vous renvoie à notre gazette annuelle de la pêche que vous avez aujourd'hui, consacrée à ce thème, et qui détaille les concessions accordées et les raisons conjoncturelles de ce choix. Alors, sur ce sujet, hélas, il n'est pas là, j'avais prévu d'interpeller fermement le secrétaire d'État, M. Berville. Bon, on verra la suite. Et nous aurions été attentifs à ses explications. Devant cette impossibilité, et fort du contexte électoral que chacun connaît, eh bien, je propose que nous interpellions les candidats, et je vous fais confiance, et les élus sur la place de la politique de l'eau et sur l'avenir du plan eau. Alors j'invite tous ceux et celles qui se reconnaissent dans cet appel à se mouiller. Je fais un appel à se mouiller pour le plan eau et je vous demande de relayer cette tribune auprès de tous les candidats. Cette tribune qui se trouve dans votre magazine rappelle opportunément les règles en matière environnementale et plus particulièrement celle de l'eau qui constitue pas des tracasseries administratives, mais des normes indispensables à la gestion d'un bien, ce bien, l'eau, qui nous est commun et qui nous est précieux. Et c'est au prix, mes chers collègues, de cette mobilisation que nous maintiendrons une politique de l'eau ambitieuse, sobre et équilibrée. Alors je profite aussi de ce congrès pour appeler notre appel à la création, c'est peut-être le moment, un ministère dédié à l'eau, en raison, et on l'a déjà dit dans notre campagne, en raison du caractère, notre campagne Sauvons nos rivières, en raison du caractère crucial de cette question de l'eau. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers collègues, j'en ai fini avec ce discours de clôture. Je tiens encore une fois à vous remercier, à vous souhaiter bon retour dans vos territoires respectifs, mais je rappelle, permettez-moi cette ordonnance, de vous mobiliser par rapport à ce document qu'on vous a donné auprès des candidats aujourd'hui, qu'il y a dans toutes les circonscriptions à ces élections législatives cruciales. Nous connaissons bien évidemment une période incertaine. Nous allons patiemment attendre l'issue de ces échéances électorales qui, dans tous les cas, entraîneront des répercussions sur notre activité et notre organisation. Mais j'ai une satisfaction personnelle forte et une certaine fierté à présider aux destinées de cette belle maison qu'est la FNPF. Aux valeurs nobles, à l'histoire ancienne, au pluralisme de ses opinions et origines, et au respect de chacune d'elles sans distinction. Pour conclure, je veux que vous sachiez, mesdames et messieurs, chers collègues, que j'éprouve un immense plaisir à œuvrer avec tant d'autres belles âmes, j'allais dire, dans une organisation aux valeurs humanistes, altruistes et universalistes. Merci de votre écoute.